Et Loïc, je suis en train de lire les stats là. Tu savais que statistiquement, tu as plus de chances de repasser pro que moi de gagner le prochain Biking Man? Ouais, en même temps, on n'a pas besoin de tes statistiques pour le savoir. Hein. Tu veux pas qu'on aille se péter un petit burger là? Ouais, t'as raison, dire que j'ai failli m'entraîner pour rien. Allez, on y va. Yallah. Et avant d'aller se faire ce genre de gros burger, salut Flo, on le retrouve enfin au Pays Basque. Après s'être filmé pendant quelques semaines avec son téléphone, il a décidé de venir prendre des couleurs au Pays Basque, le Parisien. Salut Loïc, ça fait plaisir de te voir, surtout que t'as une nouvelle coupe. Le seul mec qui est confiné avec un coiffeur à domicile, c'est quand même pas mal, j'avoue. Mais en tout cas, ça va être plus simple pour animer cette émission 18e du nom. Et on va parler de quoi aujourd'hui, Loïc? On va parler des statistiques, déjà très présentes dans le football et nombreux autres sports. Et dans le vélo, ça arrive crescendo. Donc du coup, on va vous expliciter tout ça. Oui, et sans plus attendre, pour en parler, on va accueillir un expert en la matière, en la personne de Olivier Poignard, qui est le fondateur d'une société spécialisée qui s'appelle Fury Classé. Et du coup, salut Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que ta société? Salut les gars, alors Fury Classé, c'est une jeune entreprise française créée il y a quelques mois, dont la mission est de connecter les coureurs avec les équipes, mais également les fans avec les coureurs et avec les courses. Et pour cela, nous mettons à disposition une large base de données sur les résultats des courses, mais l'idée est d'aller au-delà des simples résultats et de donner des informations très pointues sur le type de course, est-ce qu'on parle d'une étape de montagne, de plat, sur le type d'arrivée, sur le profil détaillé des coureurs en fonction de leur âge notamment, toutes les infos qui permettent en fait de créer une histoire beaucoup plus riche autour des courses, ce qui est notamment l'intérêt pour les organisateurs de courses qui veulent contribuer au storytelling. C'est également important pour les équipes, dans le but de recruter des coureurs, de savoir avec précision quel est le profil des coureurs. En tout cas, nous, on est convaincus que la data, les statistiques, c'est clairement l'avenir du cyclisme. Alors Olivier, dis-nous comment tu vois toi l'utilisation à long terme des data? Alors, c'est une bonne question, pas forcément simple d'y répondre, mais je vais vous donner mon point de vue. Déjà pour les retransmissions télé. Si on regarde les retransmissions télé aujourd'hui des courses en direct par rapport à il y a quelques années, certes, il y a des progrès, mais il y a encore une vraie marge de progression et un vrai travail à faire entre les diffuseurs et les organisateurs de courses. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'une saison cycliste, c'est un peu comme une saison Netflix. Tout au fil des saisons, on retrouve à peu près les mêmes personnages, différents épisodes, ce sont les courses, et il faut trouver du lien entre ces différentes courses, entre ces différents coureurs, ces différentes équipes. Et pour moi, les statistiques, les données partagées à l'écran, compréhensibles par tout le monde, y compris un large public, c'est clairement l'avenir et c'est clairement un vrai axe de progression pour attirer un public beaucoup plus large lors des retransmissions télé. Pour les équipes, c'est être beaucoup plus précis, être beaucoup moins réactif pour le recrutement des coureurs. Ça veut dire pouvoir cibler exactement les profils jeunes ou moins jeunes par rapport aux forces et faiblesses de l'équipe. Et enfin, pour les fans, parce que évidemment, c'est un élément essentiel pour moi de la data, travailler l'expérience du fan, ce serait, dans un monde idéal, posséder une application où on peut localiser en live le coureur dans le peloton. C'est toujours une question que tout le monde se pose, mais où est mon coureur préféré? Pouvoir le localiser en live et avoir une caméra embarquée sur le coureur pour voir exactement ce que voit, presque ce que ressent le coureur dans le peloton. Voilà, ça c'est un peu un idéal. Merci en tout cas pour ton temps et ton éclairage sur la question. Et Loïc, je te propose que nous, on continue à débattre un petit peu de cette utilisation en utilisant les exemples que nous a donnés Olivier. Du coup, c'est vrai que dans les exemples que nous a donné Olivier, il y a des choses qui existent déjà. Quand on regarde la télé, on a tous déjà vu ces fameuses maps avec les coureurs du peloton versus ceux de l'échappée sur la carte, positionnés avec les écarts. On a tous déjà vu les datas en direct, des watts d'un tel, de la vitesse d'un autre, etc. Ça commence quand même pas mal à se développer. Moi, ma question, c'est, d'après toi, jusqu'où ça peut aller? Parce qu'il y a un jour on va finir par être dans Pro Cycling Manager quoi. Si t'es dans ta voiture de DS et que t'as toutes les infos en direct de tes coureurs, que ce soit les infos physiques, physiologiques, et en plus t'as des statistiques sur comment peut potentiellement se gagner la course,
Il manque plus que le joystick. T'en penses quoi, toi ? Bah, c'est un peu ça, on y est déjà clairement dedans. Après, ça peut être bien pour le recrutement, ça peut être bien pour les analyses en fin de saison, au sein même de l'équipe, comment t'as été, si t'étais bon sur telle course, si tu l'avais bien préparé ou pas. Enfin, je pense que c'est un outil vraiment cool. Après, toi, moi j'étais sur le vélo, donc je m'en suis pas servi plus que ça, et je suis juste dans l'air avant ça. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur, journalistiquement parlant, donc vas-y, parle-nous-en, décris-nous un peu le truc. C'est vrai que j'ai vécu dans le monde de la télé, pour Eurosport notamment. On avait beaucoup de sollicitations pour introduire la data, c'est comme un produit additionnel. Alors il y avait plusieurs possibilités, soit directement sur l'écran, soit via une application annexe. Et ça se développe, c'est un intérêt, mais il y a énormément de choses à faire. On va regarder peut-être un peu les exemples de ce que nous sort Olivier via sa société, et on va essayer d'analyser les données de la saison passée pour voir tout ce qu'on peut en tirer. On voit par exemple, le premier bilan qu'on peut tirer de cette saison, c'est que, au contraire de ce qu'on pourrait penser, la saison 2020 a été plus ouverte que 2019, puisqu'on voit que 40% des victoires cette saison se sont faits en solitaire. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu ce chiffre, ça m'a plutôt étonné. On a tendance à regarder les grands tours et à dire que c'est très cadenassé, mais finalement, pas tant que ça si on regarde l'intégralité du World Tour. C'est vrai. Au final, ça a l'air d'évoluer en bien, on va dire, grâce à tout ça. Donc pourquoi pas voir des courses de plus en plus débridées. Je sais pas si les datas ont une influence ou pas dans ça, mais en tout cas, je donne un autre exemple. Quintana, 100% de victoire en solitaire cette année. Il a plutôt le profil pour en même temps. Après, en même temps, Quintana au sprint, je suis pas sûr, tu vois, j'ai des doutes. Moi, je serais curieux de le voir. Évidemment, pas dans un massif, mais je serais curieux de le voir. Sprint en haut d'un col, à 2 ou à 3, oui. Mais bon, cette année, il s'est avéré qu'il arrivait tout seul à chaque fois. On l'a déjà vu au sprint, arriver à 2, en haut d'un col, voilà. Mais bon. On parle de cette année. C'est vrai qu'il arrive quand même souvent en solo. Parle-nous de stats intéressantes d'un des phénomènes du cyclisme, même si malheureusement sa saison a été un peu tronquée cette année, c'est quand même déjà impressionnant, c'est Remco Evenepoel. C'est le coureur qui a gagné le plus de classements généraux en 2020. Alors que la saison déjà, on sait qu'elle était un peu foireuse, mais encore plus pour lui, avec sa chute et sa fracture. Donc au final, c'est presque toutes les courses auxquelles il a participé, il les a gagnées, et il a gagné le classement général. C'est d'ailleurs toutes les courses avec un classement général auquel il a participé. Voilà. Son poids dans les victoires de la Deceuninck Quick-Step cette année est le deuxième plus important derrière le sprinter Sam Bennett. Donc c'est dire déjà l'importance qu'il a revêtue. Et bon le minot. Pour sa deuxième saison avec la Deceuninck, devant quelqu'un comme Julien Alaphilippe par exemple. C'est ça. 15%. 15% de victoire chez Deceuninck pour 21 pour Sam Bennett, c'est 21%. Pour terminer un peu sur les évidents de la saison, mais on est obligé de passer par leurs statistiques parce qu'elles marquent 2020. Alors on est obligé de parler d'Arnaud Démare, qui a été impressionnant puisque c'est le coureur du World Tour qui a le plus gagné, 14 victoires. À lui tout seul, il a plus gagné que la Lotto Soudal cette année. C'est ça qui est ouf, c'est ça qui est dingue. On l'a vu, coureur qui a gagné, il a déjà gagné toutes ses étapes en sprint massif, enfin toutes ses courses en sprint massif. Après il y a un chrono, il a gagné plus de la moitié des sprints massifs auxquels il a pris part. 53% des sprints massifs auxquels il a pris part. C'est quand même assez impressionnant. Et ça aussi, c'est un exemple du coup d'utilisation de statistiques dans le cyclisme qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, mais que je trouve intéressant. Évidemment, il domine aussi le classement des sprints massifs remportés. Il en a remporté 9 du coup. Et il représente à lui tout seul 68% des victoires de la Groupama FDJ pour le coup. Ce qui est quand même ouf. Et du coup, on peut voir aussi le classement ça nous amène sur le classement des victoires des équipes. Donc, tu l'as dit, ils sont 5e au classement des équipes par victoire. On a la Deceuninck Quick-Step qui a 38 victoires cette saison, et en deuxième, on a UAE avec 33 victoires. Ils sont loin d'être dégueux. Non, c'est Groupama FDJ. Il y a David Gaudu qui a apporté 2 belles victoires aussi pour conclure sur cette Volta, mais c'est une très belle perf cette année pour la Groupama FDJ. Toujours les Quick-Step en tête, ça, rien de très, très, très nouveau. Il y a un problème là. C'est quoi ton problème ? Je sais pas, je vois pas Cofidis. Ah C'est toi qui l'as dit.
On pourrait je parler vois pas. d'Arca qui ont pas trop mal performé, 11 victoires cette année. Ouais, c'est une belle saison. Pour du renouveau comme ça dans une équipe bretonne, c'est quand même cool. Tu vois, ils font une belle saison. C'est quoi? Il y a Nasser Boigny qui a remporté. Il y a qui a gagné chez eux encore? Tu sais plus. Chez Arca, Ouais. Aussi, on l'a dit tout à l'heure, Nairo Quintana qui a quand même Ouais. ramené pas mal de Et victoires. ensuite. Il y a qui d'autre? Bonne question. Mais Ah tu vas voilà, nous dire. je lui ai mis une colle parce qu'à moi non plus je sais. Bref. Et Warren, il a pas gagné cette année? Tu vois, là, je suis pas préparé, je me souviens plus comme ça me revient pas. J'ai un doute. Bref, passons. Ouais, est-ce que t'as gagné cette année? Désolé, on sait plus. Passons à la suite. L'autre point que je trouve très intéressant sur les statistiques, et pour le coup c'est peut-être celui qui est moins attendu, parce que tout ce qu'on vient d'évoquer ensemble, c'est quand même des stats qu'on a plus ou moins l'habitude d'entendre, c'est celui de l'utilisation dans le cadre du recrutement, Ouais. et notamment utilisé par les agents pour promouvoir leurs coureurs. Ça t'est déjà Ça, c'est arrivé toi, Loïc, que ton agent il utilise des stats sur toi? Non, je pense pas. Mais par contre, c'est un super outil. Enfin, moi, je trouve ça génial. Parce que c'est compliqué. On vient d'avoir la preuve. Tu vois, on se souvient pas qui a gagné quoi. Surtout si le coureur a gagné en début de saison ou a fait des belles stats en début de saison. Enfin, on s'en souvient pas 6 mois après. Ouais. Là, on vient de le voir, on se souvient même plus des victoires des mecs. Donc, du coup, je pense que c'est un outil vraiment super pour les managers, pour pouvoir expliciter la saison de leurs coureurs auprès des managers d'équipe. Donc grave, moi je pense que ça va évoluer en bien et ça va amener du plus dans le cyclisme. Surtout pour les équipiers et tout ça, enfin voilà. On voit du coup dans les exemples, alors le graphique que nous a sorti Olivier, c'est les coureurs par exemple de moins de 25 ans qui sont sur le marché ou qui étaient sur le marché il y a encore pas très longtemps, parce qu'il y a encore Tao Geoghenaert qui vient d'annoncer qu'il avait re-signé avec Ineos. Je pense que Philippe Hogan, il est pas très très loin non plus d'officialiser. Mais en tout cas, ces coureurs-là qui étaient sur le marché, parmi les plus bankable, entre guillemets, et on voit nombre de victoires, on voit nombre de top 3, nombre de top 10, donc ça c'est un peu pour les stats les plus faciles, mais il y a des choses qui peuvent être plus pointilleuses et plus intéressantes, notamment on voit quand on veut recruter un bon lanceur pour un sprint, quand on veut recruter un équipier efficace, on voit par exemple des statistiques comme celle qui nous donne la part de responsabilité dans le nombre de victoires de l'équipe d'un équipier. Et on voit par exemple Robert Gesink qui arrive en tête de ce classement devant tous les poissons pilotes. Donc ça donne aussi l'aperçu de Robert Gesink dans le dispositif de la Jumbo-Visma par exemple cette année-là. Bah oui, du coup on voit qui était sur quelle victoire et voilà, qui a contribué. Donc forcément, ça met un standing au niveau des équipiers. Donc pour les vendre, c'est toujours mieux parce que forcément on voit que le vainqueur d'une course et pas forcément les autres. Parle-nous aussi, Loïc, par exemple, du taux d'abandon ou de plutôt. Pourquoi tu me dis ça? Parce que moi aussi je bâchais des courses. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais ça aurait pu intéresser ton agent. Non, parce que moi c'était pas vendeur. Est-ce que c'est un argument, par exemple, dans les équipes? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entendre non, fini, c'est bien pour toi, c'est bien parce qu'on te regarde, pour respecter le maillot, entre guillemets? Oui, bah après. Oui et non, parce que en fait c'est pas raccord avec un équipier, parce qu'un équipier, si c'est le premier de la chaîne, c'est le premier maillon de la chaîne, on va lui dire bah écoute, tu te relèves, on s'en fiche, tu peux bâcher, t'as fait ton boulot, on s'en fout que tu t'abandonnes ou pas. Donc ça va pas forcément avoir son importance. Par contre au niveau des leaders et tout, peut-être plus. Là on le voit, Luis Leon Sanchez, il a 100% de courses finies sur 70 courses. Derrière... respect quand même, hein. Bah ouais, déjà respect, parce que 70 courses dans l'année, c'est pas surtout une année fou, mais c'est une belle saison. Sur cette année, pour lui, donc, sur cette année, pour le coup, c'est vraiment une belle saison. 70 courses, c'est déjà pas mal. Après, on a Gorka Izagirre, pareil, 61 courses, mais du coup, pareil, aucun abandon. Et Sander Armé, qui a 3% d'abandon. Il a abandonné que 2 fois sur 56 courses. Donc là, ok, on voit, c'est vraiment intéressant, mais sur des équipiers, je pense pas que ça ait trop d'intérêt, quoi. Bon. Mais clairement, ça, c'est des datas qui ont été demandées par des agents pour pouvoir mettre en valeur leur coureur auprès d'équipes. Du coup, Loïc, je te propose de terminer sur le thème de cette semaine assez intéressant en ouvrant un petit peu, juste pour vous partager une expérience que moi j'ai vécue. J'ai fait il y a 2 ans un reportage pour Eurosport, du coup, sur la Jumbo-Visma, qui utilisait déjà à l'époque un système intégré dans les véhicules.
qui intégraient ce type de statistiques. Donc pour vous dire que ça existe déjà, que les équipes travaillent déjà avec ça, et eux, ça leur permettait à l'époque, pour vous dire, en temps réel pendant la course, de savoir quels étaient les échappés, donc numéro de dossard, nom et caractéristiques, et ils pouvaient en temps réel savoir s'ils avaient un coureur présent à l'avant, quelle était sa chance réelle de victoire en cas d'arrivée au sprint à 4 ou 5 par exemple. Et donc on en revient à ce qu'on disait en intro, ça peut devenir vraiment de la PlayStation au bout d'un moment, parce que si le manager dans sa voiture il peut connaître statistiquement le pourcentage de réussite de son coureur, il peut essayer d'influencer sa stratégie, de brouiller un peu les cartes. Il peut mettre les mecs à rouler derrière plutôt parce qu'ils se disent on a peu de chances de gagner devant, donc faut rentrer ou voilà. Ouais. Mais bon après, là encore une fois, c'est une question de statistique et il est où l'humain là-dedans ? Ouais, il faut espérer que ça ne déshumanise pas tout ça, mais bon, l'avenir nous le dira. On passe à l'actu, Loïc ? Allez, on passe à l'actu. Alors dans l'actualité cette semaine, malheureusement, on a appris l'annulation des championnats de France sur piste. Décidément, c'est pas l'année des pistards français puisqu'ils avaient déjà été privés de championnats d'Europe puisque l'équipe de France avait décidé que pour raisons sanitaires, le risque était trop important. Et du coup, les championnats de France sur piste qui étaient prévus en décembre sont également annulés pour les mêmes raisons. Petit lot de consolation, ils sont actuellement cette semaine en stage à Val Thorens. Donc on les salue et on espère qu'ils prennent l'air frais de la montagne pour nous et qu'ils nous préparent bien la saison 2021 parce qu'il y aura pas mal de choses à suivre avec les JO et on croise les doigts. Côté Mercato, on a Tao Geoghenaert qui re-signe chez Ineos Grenadier, naturellement, j'ai envie de dire. Ouais, C'était attendu. On a Vlasov qui fait toujours le forcing pour quitter son équipe et rejoindre Ineos Grenadier. Quelle armada s'il vient. Ouais, grave. Comme s'ils avaient besoin encore d'une machine de guerre. Chez Direct Energy, on a une belle recrue avec Edvald Boassenhagen. Donc c'est pareil, ils font des beaux recrutements quand même là ces dernières années. Et puis on a l'éternel roupette Anthony Roux qui re-signe après ça fait sa 50e année chez FDJ. Le pauvre, le vieillit pas, déjà qu'il n'était pas très très serein sur son avenir, ça l'a soulagé. Il l'a dit c'est cool. Sur les réseaux cette semaine de re-signer. C'est un bon élément. Totalement mérité et on le salue. Du coup, je parlais un petit peu de retour à la compétition imminent pour les deux phénomènes du cyclocross. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, je parle de Wout van Aert. Et de Steve Chenel. Et Steve Chenel, oui. Voilà. Aussi. Et Mathieu Van Der Poel, allez, le troisième. On va dire le troisième. Voilà. Mais Steve, il a déjà repris la compétition. Voilà. Et Wout van Aert, du coup, qui a prévu de reprendre le 28 novembre à Courtrai en Belgique. Et Van Der Poel un peu plus tard, le 12 décembre prochain, donc le mois prochain, sur le Race Pass de GCN, à ne pas manquer certainement. Les deux phénomènes vont se retrouver à nouveau pour une bataille d'anthologie. On vous rappelle d'ailleurs, en parlant de cyclocross, que si vous ne l'avez pas encore vu, il y a une vidéo justement avec l'ami Steve Chenel qui est sortie dimanche, qui est très très fun. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis toujours sur le Race Pass, toutes les semaines, du cyclocross, tous les dimanches en particulier. Dans cette vidéo, tu fais surtout du bûcheronnage à couper des planches. Voilà, il a un peu spoilé. En tout cas, allez la voir, ça nous fait plaisir. La transition est toute faite pour les résultats, Loïc. Ouais, grave, avec encore du cyclocross. Telenet Super Prestige marque place. Alors, c'est pas Marketplace. Non, je vais pas faire de la pub. Avec le podium homme, 100% belge, pour changer, j'ai envie de dire. Avec la victoire de Michael Venturenaut. Ça va bientôt changer, je pense, d'ailleurs. Ouais, ça va commencer à tourner un peu. Avec le retour de VDP, ça risque de perturber un peu de drapeau hollandais. Ouais, et Steve Chenel, justement, premier français, toujours, il montre l'exemple, puisqu'il prend une 24e place. C'est cool. Et du côté des femmes, du coup, Florian, on a une victoire de Lucinda Brandt. Ouais, et un podium 100% néerlandais. Donc on garde un peu la guéguerre du Nord. Le côté binaire homme-femme du cyclocross depuis le début d'année. C'est les Belges qui dominent chez les hommes et les Hollandaises chez les femmes. Et une belle 10e place à nouveau de Perrine Clausel, notre française. Ouais, cool. Voilà un peu pour les résultats cette semaine. C'est la fin de saison, il n'y a plus grand-chose à vous raconter en termes de résultats. Donc on passe à JCN Répond. Allez. Et du coup, on lance la première question, Flo, avec Tino Ibs, qui nous dit « Pourquoi les pros ont des cintres de 42 cm alors que certains ont des épaules bien plus larges ?»
Bon, déjà, dans le cyclisme, je vais te dire, les 3/4 ont des épaules de serpent. C'est juste la télé qui nous grossit. Donc, Flo, est-ce que tu peux nous, encore une fois, nous expliquer, Ah, t'as vu le bonhomme un peu. Vas-y, raconte-nous, Flo, peut-être que toi, t'as une idée. Après, j'apporterai peut-être ma conclusion. C'est toi le pro, mais tu m'as quand même bien formé, donc je peux répondre. Ah, c'est un pro de Zwift, hein, il a gagné en classe A. Ah non, en B, et il a fait 7ème en A. Ah, il y a longtemps que t'avais pas chambré. Tiens, tu veux qu'on ressorte les chronos sur les pavés? Non. 2 secondes. Bientôt. 2 secondes, j'ai déraillé, voilà, c'est bon. Bientôt, on va faire une battle. C'est le poteau yo-yo, il a tout ken. Pour répondre à la question, pourquoi les cintres sont globalement de plus en plus étroits, c'est vrai que c'est une tendance chez les professionnels, mais pas que. Il y a l'aérodynamique qui compte. Il y en a aussi qui, notamment des sprinters qui aiment bien ça, pour se faufiler. On est plus à l'étroit, donc du coup, ça passe dans des petits trous de souris. Et puis, il y en a certains qui iront vous dire jusqu'au poids, parce que si c'est plus étroit, il y a moins de matière, et du coup, c'est plus léger. Ouais. Moi, j'avais un 40 personnellement, alors que on préconisait un 42, et j'étais plus confort là-dessus. J'ai essayé ça chez les amateurs, et au final, en maniabilité, et puis pour les sprints, je sentais plus le vélo, j'étais mieux dessus, donc voilà. Ouais. Tout on passe simplement. À la deuxième question. Allez, vas-y. Du coup, deuxième question de Stéphane Fleureau qui nous dit et alors Loïc, on protège pas les disques quand on nettoie la chaîne référence à la vidéo que tu as fait. Alors déjà, Stéphane, j'ai une question. Est-ce que tu as un rapport avec Audrey Fleureau? Est-ce qu'elle est dans ta famille? Parce que si c'est le cas, je te filerai mon 06. Tu le sais. Le message est passé. Loïc, il en peut plus. Là. Bon, du coup, le confinement, ça commence à... Ah, ça travaille. Ah, mais Audrey Fleureau, tu le sais. Du coup, on protège pas ces disques. Écoute, non, parce qu'après, tu sais que nous, on a toute la gamme de produits Muc-Off et on peut se permettre de les nettoyer, super bien avec les produits qui vont. Donc sinon, oui, évidemment, un petit chiffon dessus, ça mange pas de pain, ça vous évite de plus freiner, tout simplement. Moi, je veux te dire la vérité, c'est Loïc, il est feignant et c'est tout. Évidemment, si tu peux protéger tes disques, c'est mieux. Mais bon, tu l'as bien expliqué dans la vidéo. Tu as dit attention à pas y aller à l'aérosol pour en mettre partout. Tu utilises le pinceau pour essayer d'éviter de faire trop de projection. On rappelle juste, si vous devez nettoyer vos disques, utilisez soit un produit spécifique, soit un petit peu d'eau avec du savon. Surtout rien de gras et encore moins des détergents classiques. Voilà. Donc, si tu veux continuer de freiner, évite quoi. Ouais. Troisième question, Loïc. Ouais, troisième question. Alors, elle est de Julien Cycling qui nous dit il faut laver la chaîne tous les combien de jours? Quand la vidéo est sortie, je venais de finir de laver ma chaîne. Je m'en servirai pour le prochain coup. Ok. Écoute, Flo, dis-nous. Moi, je pense que en fait, non, ça sert à rien de la laver tous les jours ou après chaque sortie. Hein. Tu me diras, moi, en vrai, j'ai jamais lavé mon vélo. Mais depuis qu'il est chez GCN, il arrête pas. Il apprend plein de trucs. Du coup, ils me filent tous leur vélo. T'apprendras, tu nous les laves. Voilà. Mais oui, alors il y a plusieurs écoles, mais on va dire que ça dépend essentiellement des conditions dans lesquelles tu vas rouler et du coup des conditions dans lesquelles tu ramènes ta chaîne. Évidemment, si tu fais du gravel dans la boue, il est peut-être nécessaire de la laver à chaque fois. Si par contre tu fais une sortie sur le sec en plein été, tu vas pas laver ta chaîne à tous les coups. Donc tout dépend de son état. Souviens-toi que si elle a été particulièrement exposée, on a eu le cas il y a pas très longtemps en rentrant de Corse avec du sable, du sel et de la terre. C'est bien de la laver tout de suite parce que quand tu la récupères, sinon ça fait crac-crac. C'est ça. Loïc. Voilà, on a tout fait, Flo. Du coup, on peut passer à la conclusion. Ouais. Et vous êtes nombreux à nous dire ouais, votre suite il est trop stylé, machin, on le trouve où. Donc profitez-en pour aller sur le site de GCN. C'est Black Friday. Ouais, c'est bientôt le Black Friday, ouais. Du coup, feu, c'est parti, allez commander. Vous voulez des liserés champions de France de la connerie, vous allez les avoir. Ouais, si vous voulez du sobre, il y a aussi, donc n'hésitez pas. Il y aura une grosse semaine Black Friday, comme beaucoup font maintenant, avec pas mal de promos. C'est valable aussi pour certains kits de vélo, donc n'hésitez pas. Vous mettez dans Google GCN Shop et vous allez trouver de suite. Voilà. Et puis en tout cas, Loïc, ça fait plaisir de te revoir. Ouais, je sais pas. Ouais, on verra. Peut-être à la fin de la semaine, ça sera... Là, c'est le premier jour, hein, mais on en reparle dans 2-3 jours. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, on est réunis pour tourner un maximum de vidéos, pour essayer d'être au niveau de ce confinement, de vous divertir, et puis en même temps de vous donner des trucs qui correspondent à vos demandes. Hein. Pas mal d'entraînement en indoor, on en a parlé, etc. Donc, n'hésitez pas en commentaire, continuez à nous donner des idées, et puis on va faire en sorte cette semaine de tourner un maximum de choses. Et nous, on voulait surtout une excuse pour pouvoir aller rouler dehors. En vrai. Allez, à mardi prochain. On en profitera pour vous. Salut.